un bonjour. Bonjour à ce webinaire FIT sur l'intelligence artificielle et sa place au cœur de la Smart Industry. Bon, nous avons en sous-thème la question de comment passer à une échelle vraiment industrielle. Donc, ce webinaire, il doit être le deuxième de cette année. Bien sûr, nous réalisons actuellement des webinaires parce qu'on ne peut pas faire de rencontres physiques. Vous allez voir dans le calendrier que je vais vous présenter, on a bon espoir de revenir dans des rencontres normales en octobre et en décembre. Néanmoins, en attendant, on fait des webinaires, ce qui est malgré tout un format plus souple. On peut en faire plus, ça dure juste 1 heure et surtout, ça donne accès aux acteurs hors région parisienne, ce qui est bien le cas ce matin. Donc on est ravis d'avoir des participants et j'espère pour la suite de nos événements, on va pouvoir aussi attirer des acteurs, des personnes qui ne sont pas exclusivement en région parisienne. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, FIT, c'est le Forum de l'innovation technologique et de la transformation. Donc, c'est une association, bien sûr. Notre objectif est de réaliser des rencontres, des séances de partage d'informations sur des thèmes qui sont liés à la transformation numérique. Donc, bien sûr, nous avons eu la robotisation, aujourd'hui l'intelligence artificielle, prochainement sur les données, et nous avons aussi à cœur de traiter les difficultés managériales, enfin d'aborder les difficultés managériales que les acteurs que vous êtes, auxquels vous pouvez être rencontrés, associés. Donc, l'autre point important de FIT, c'est que c'est multisecteur et c'est multifonction. Nous ne pensons pas qu'il est bon ou productif même d'aborder ces sujets de la transformation dans des silos. Donc l'essentiel de nos réunions, de nos rencontres sont basées sur la participation de tous et notamment le partage d'expériences par ceux qui en ont à partager. L'idéal étant bien sûr le bénéfice pour tous. Si vous souhaitez sur ces bonnes bases adhérer à l'association, vous le trouverez sur le site web fit-france.org. Les inscriptions 2021 sont ouvertes, bien évidemment. Je présente maintenant donc le calendrier pour le reste, pour l'année et pour le reste de l'année. Donc, le premier webinaire au mois de février était sur les modes de management post-Covid. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mars. Le prochain événement, c'est le 25 mai sur l'impact. Ça sera notre 8e rencontre annuelle sur le thème de l'impact, entre l'impact sourcing, la finance à impact. Au mois de juin, la date n'est pas précisée, mais vous aurez un sujet sur les données, les pouvoirs cacher les données, sortir les données du frigo, des thématiques comme cela. La date sera précisée très prochainement. Et alors, il y a une petite coquille dans la transparence. Le trial and error, on va le mettre en décembre donc, il y aura un sujet par rapport à une approche qui m'est chère, qui parle de tolérer, de mieux tolérer des erreurs sur le plan managérial et évidemment sur le plan personnel. Et nous aurons le plaisir d'accueillir l'auteur d'un livre qui est Les vertus de l'échec, et on va faire cette réunion en fin d'année en décembre. Et puis en octobre, nous avons la quatrième séance annuelle où nous faisons parler des startups, des binômes avec leurs clients sur leur réalisation ensemble, entre la découverte, la concrétisation de leur relation et le développement de travail ensemble.
On va sans doute parler un petit peu de ça aujourd'hui. Donc, c'est terminé pour les présentations. Donc, je vais laisser la main à Patrick. La technologie. Donc, vraiment, on est absolument ravis d'être là avec vous aujourd'hui. Le thème, comme vous l'avez vu, c'est ce croisement entre l'intelligence artificielle et la smart industry, avec une question de fond, c'est comment passer à l'échelle, comment passer des expérimentations de petite taille à une transformation complète de l'outil de production. Et pour ce faire, nous avons la chance d'avoir 3 intervenants qui représentent les 3 angles d'attaque de la question. Je vais commencer avec Gérard Russo, qui est le président de Vintana Group. Alors, Vintana Group, c'est qui en quelques mots? C'est une ETI qui est présente en France, en Autriche, en Suède, en Tunisie et au Portugal. Elle est née en 2003. Elle s'est fortement développée de façon organique, mais elle a aussi investi dans des sociétés qui sont venues compléter la chaîne de valeur de sa stratégie d'intégration verticale. Aujourd'hui, elle compte 13 sociétés dans ce groupe, 13 sociétés de production, 3 pôles de synergie complémentaires, fonderie, mécanique et chaudronnerie mécano-soudée, dans une organisation intégrée et évolutive. Un point important, c'est un actionnariat stable et indépendant qui permet à Vintana Group d'avoir investi plus de 20 millions d'euros hors acquisition et création en 10 ans pour préparer l'avenir au service de ses clients, dont Gérard nous parlera de façon certainement extensive. Nous avons aussi avec nous Vincent van Sterbergen, qui a fondé en 2019 à Bordeaux, avec des spécialistes de l'intelligence artificielle et du traitement de l'image, une entreprise qui s'appelle ThinkDeep. Et ThinkDeep développe DeepFlow, une plateforme d'aide à la décision pour le contrôle de qualité industrielle. Et avec son approche unique, et c'est ce qui nous a semblé intéressant quand Vincent nous a parlé, Vincent est un des adhérents de Fit France, et encore une fois, ce sont les adhérents qui posent les sujets. Il nous a expliqué comment DeepFlow permet aux équipes en contrôle de qualité d'accéder au cycle d'inspection tout en garantissant une production à haut niveau de qualité constant. Donc, on est vraiment dans l'opérationnel. Et enfin, Marc Bagur, qui est en charge du développement de CATI. Et CATI, c'est quoi? CATI, ça a été créé en 2014. C'est le Centre aquitain des technologies de l'information et électronique. C'est un centre de transfert technologique spécialisé dans les technologies numériques, comme son nom l'indique. C'est une approche pluridisciplinaire, et c'est ce qu'on aime beaucoup aussi chez Fit France, et se concentre sur les besoins des PME et ETI à travers 3 champs d'action principaux qui sont les facteurs humains, la cognition, les technologies de l'information, dans lesquelles évidemment intelligence artificielle et big data, et les systèmes numériques avec les dimensions électroniques, logicielles et industrielles. Voilà, donc aujourd'hui un panel remarquable pour nous parler très très concrètement de comment est-ce qu'on passe à l'échelle avec des technologies numériques dans des environnements de production. Et on est en plein dans la Smart Factory, on est en plein dans l'industrie du futur et on est en plein dans la réindustrialisation aussi du territoire. Alors peut-être Marc, je vais me tourner vers toi d'abord. Une première question pour nous peindre un petit peu le schéma général, c'est quoi les grands enjeux pour l'industrie, les PME et les ETI en particulier, les technologies numériques? Et dans ce contexte, qu'est-ce que vous faites concrètement chez CATI pour les faciliter? De toute façon, ton micro est mute. Marc, tu es en mute. Voilà, j'ai fait un faux départ. Excuse-moi. Oui, donc la question des enjeux pour les PME et les ETI, elle s'oppose sous l'angle de la 4e révolution industrielle. C'est pour ça qu'on va parler de plus en plus d'industrie 4.0, c'est-à-dire finalement l'intégration des nouvelles technologies dans ces métiers, dans ces organisations industrielles.
Donc ça va de l'augmentation de l'humain, ça va aussi par des objets connectés, en passant par les systèmes intelligents, l'intelligence artificielle, et puis aussi différentes méthodes d'amélioration managériale, organisationnelle. Donc c'est très vaste, c'est très transversal. Mais l'enjeu le plus fort, si je dois résumer pour faire une réponse très courte, ça va être de désintermédier finalement sa chaîne de valeur. Ça va être d'interroger ses métiers, son organisation, le positionnement qu'on a sur ces marchés, et de se dire finalement, moi, dont le métier était, j'ai envie de dire, d'acheter des machines avant, aujourd'hui, mon métier va devenir peut-être celui d'un acquéreur de logiciels. Qu'est-ce que ça va changer dans ma chaîne de valeur? Qu'est-ce que ça va changer dans mon rapport au métier? Et finalement, l'entrée de ces technologies, finalement, quelle valeur elles vont apporter concrètement au métier, mais aussi à mon organisation, et plus largement, comment est-ce que ça va changer ma relation avec mes clients et avec mes marchés. L'enjeu, il est vraiment là, si je dois vraiment le résumer en une phrase très courte. Après, qu'est-ce que fait le CATIM? Vous l'avez déjà dit, Patrick, je vous remercie. On est un centre de transfert technologique. On est financé majoritairement par des fonds provenant de l'Union européenne et de la région Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, on va accompagner les PME, les ETI et les grands groupes dans leur transformation numérique, mais avec le focus du transfert. C'est-à-dire qu'on va faire monter en compétences, on va rendre autonome et on va faire le lien entre les laboratoires de recherche fondamentale et les entreprises. Donc en fait, on n'a pas du tout un positionnement d'entreprise puisqu'on a un statut associatif. Et en fait, on va vraiment chercher à faire se parler des chercheurs et des entrepreneurs, des métiers. Et à chaque fois finalement qu'on va trouver une solution, je veux dire, qui existe déjà sur le marché, on va se retirer puisque ça ne sera pas de la R&D, et c'est ce que nous faisons exclusivement, de la R&D, du prototypage, et donc de l'innovation, je veux dire, très forte. Voilà concrètement ce que fait le CATIM. Donc, c'est de l'accélération, c'est du passage, j'ai entendu le mot désintermédiation, j'ai entendu parler de compétences aussi. Tous les éléments de facteurs d'accélération de l'adoption de ce qui peut être créé dans nos centres de recherche publics et privés et les mettre à disposition des entreprises pour créer de la valeur, créer de l'emploi, parce qu'on est quand même aussi pour créer de l'emploi et de l'emploi pérenne. Vincent, quelques mots. Intelligence artificielle, c'est un peu... tout le monde en parle sans bien savoir ce que c'est. Et concrètement, qu'est-ce que vous faites chez Think Deep et ça sert à quoi? Au-delà de la mythologie qui s'est bâtie autour de l'IA, qui fait parfois un peu peur d'ailleurs. Oui, merci Patrick. Oui, donc chez Think Deep, en fait, on est spécialisé en intelligence artificielle et traitement d'images, comme tu l'as précisé tout à l'heure. Donc nous sommes une start-up et effectivement, nous sommes spécialisés dans l'industrialisation de ces technologies, avec des applications aujourd'hui qui sont orientées sur du contrôle qualité, donc de la détection de défauts, de la détection d'anomalies. On y reviendra peut-être tout à l'heure avec le cas chez Ventana, notamment. Nous, notre cœur de métier, en fait, c'est la conception de ces modèles, l'entraînement de ces modèles d'intelligence artificielle, et c'est le fait de combiner du traitement d'image avec de l'intelligence artificielle afin d'avoir des modèles qui sont capables d'apprendre avec peu d'exemples et d'être très précis au pixel près, qui peut être équivalent à une centaine de microns selon la résolution. Donc nous travaillons avec des images radio, des images ultrasons, des caméras, différents dispositifs, et nous faisons la partie logicielle qui va venir analyser ces images. Et bien sûr, nous travaillons au contact avec le métier pour bien comprendre le métier du client, comprendre ce qu'on cherche à identifier, et ensuite être capable, donc un des facteurs différenciants, c'est que nous sommes capables de fournir l'explicabilité des modèles, c'est-à-dire d'expliquer le chemin qu'a pris un modèle pour arriver à un résultat. Donc on est à l'inverse d'une boîte noire en fait qu'on ne maîtriserait pas. Nous on essaie
peut proposer les outils qui permettent cette interprétation et cette explication. Ok, donc on est dans l'explicabilité, on est dans la compréhension. C'est l'utilisation, si je comprends bien, aussi une technologie de façon extrêmement concrète. Alors, Gérard, on a en quelques mots avec Marc et avec Vincent peint une image très large et à la fois technologique et large. On a parfois un peu l'impression, et en particulier si on lit beaucoup la presse, que les PME et ETI industrielles françaises sont en retard sur l'utilisation des technologies numériques. Chez Vintana Group, c'est certainement pas le cas. Et comment est-ce que et pourquoi employez-vous les technologies numériques au sein de vos entreprises? Alors, la première partie de la question, c'est toujours le même souci. C'est le référentiel, c'est quoi? C'est on est en retard par rapport à l'image idyllique que l'on se ferait d'une entreprise, on va dire, complètement digitalisée, etc., etc. Et là, je vous dirais que la réponse est oui. On est en retard puisqu'on n'est pas là où on a envie, où tout le monde rêverait que l'on soit. Maintenant, si on se replace là dans un contexte, on va dire, où le référentiel, c'est pas ce que l'on aimerait ou ce que l'on voudrait, mais plus, on va dire, ce qui est la réalité, là, je vous dirais non. Les entreprises françaises, par rapport à ce que moi je connais, ne sont pas plus en retard que les autres. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. C'est on montre des vitrines. Évidemment, la vitrine, elle est là pour donner envie, pour motiver. Mais ce sont des vitrines. Ensuite, dans la vie de tous les jours, puisque vous l'avez cité, on a différents pays dans lesquels on est implanté, en Autriche, en Suède, en France. Ben là, l'image, elle est beaucoup moins, on va dire, vilaine qu'on veut bien la présenter. C'est la même chose, c'est toujours, on vous montre le truc qui va bien. Après, ben, tous les autres sont effectivement en retard. Donc, moi, je dirais, c'est pas un retard, je dirais, c'est comme tout système, il est en train de se mettre en place, c'est complexe. Et donc, en tout cas, chez Vantana, on est convaincu d'une chose, parce que ça fait maintenant des années qu'on travaille sur tout ça, c'est que le grand soir, ça n'existe pas. Donc, il faut la volonté d'y aller, puis c'est à petits pas, c'est-à-dire c'est au fur et à mesure que l'on rajoute des étapes et qui permettent en fait d'arriver, ce qui sera le but ultime, c'est évidemment l'exploitation à fond des données. Aujourd'hui, ce que l'on présente aussi parfois comme l'industrie 4.0, c'est j'ai des capteurs partout qui captent des informations. Ça, c'est bien. Donc là, j'ai déjà la première étape qui est je capte des données. Maintenant, l'étape la plus importante, c'est comment je l'exploite. Et là, je dirais, vous regardez la même chose. Quels que soient les pays, si vous lisez les études, on vous explique qu'il y a 80% des données collectées qui ne sont pas exploitées. Et ça, ce n'est pas spécifique à la France. Vous allez dans d'autres pays, c'est toujours la même conclusion. Et au niveau mondial, les études disent effectivement, on collecte des énormes quantités de données, mais on ne sait pas les exploiter. Nous, c'est un petit peu la problématique que l'on peut avoir, et c'est ce qui fait que dans notre parcours, à un moment donné, on a croisé le chemin de Marc et de Vincent, à qui on a effectivement présenté notre problème de j'ai des masses de données énormes, et puis l'être humain ne sait plus les exploiter, ou en tout cas, s'il essaie de les exploiter, ça prend... Là, on n'est pas justement dans les gains de productivité, on abaisse, puisque évidemment, la quantité de données collectées aujourd'hui par rapport à ce qui pouvait se faire avec des moyens plus traditionnels, elle est décuplée. Et si vous mettez toujours une personne, un être humain derrière, le temps de traiter l'information va être, je dirais pas décuplé, parce que ça serait sympathique, mais va plus être centuplé, parce que c'est pas proportionnel. Et donc, c'est là que
que nous, on a dit il faut trouver un moyen d'aider les gens, ou en tout cas qu'il y ait une automatisation du traitement des données pour ne ressortir que les données, on va dire, qui méritent attention, les autres étant, on va dire, du bruit. Et tant qu'on n'a pas vu que c'était du bruit, on est obligé de le traiter. Voilà. Vous avez dit, Gérard, des choses. Vous avez utilisé aussi le mot d'aider, non pas de noyer les opérateurs et les équipes sous la donnée, mais de les aider à utiliser la donnée. Au fond, derrière ça, il y a aussi cette question, et je la reposerai aussi bien à vous qu'à Marc et à Vincent, qu'on a constaté dans beaucoup d'applications, alors dans l'industrie, mais aussi dans beaucoup d'autres domaines d'activité, une certaine crainte des personnels vis-à-vis de l'intrusion en particulier de l'IA aujourd'hui, comme une façon à la fois de déresponsabiliser les experts, de les retirer du jeu, de ne plus leur permettre de réaliser le travail qu'ils aiment. Et on a vu, et on l'avait déjà vu dans certaines rencontres, on a fait déjà 2 rencontres sur le thème de l'IA précédemment, on a vu des risques réels de rejet de la part des utilisateurs de ces technos-là. Vincent, toi, tu parlais de l'explicabilité. Est-ce que c'est ça l'un des éléments de réponse à cette peur assez naturelle d'ailleurs? Oui, en fait, on parlait du côté boîte noire tout à l'heure. En fait, aujourd'hui encore, même s'il y a de l'engouement pour l'intelligence artificielle, il y a un engouement qui est réel et on le voit. Je pense qu'on est rentré dans l'industrialisation de l'intelligence artificielle. Pour beaucoup de personnes, c'est encore boîte noire. C'est quelque chose un peu magique qui va prédire ou qui va peut-être demain nous remplacer. Et effectivement, l'explicabilité, ça fait partie pour moi des facteurs clés pour lever ce côté boîte noire, justement, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Comprendre qu'en fait, derrière, c'est un algorithme. Cet algorithme, il peut être décomposé, il peut être découpé, on peut l'exécuter pas à pas et on peut aller l'auditer, voire le certifier. Ça, c'est vraiment des sujets qui sont clés pour atteindre en fait de la confiance dans ces modèles et dans ces solutions, en fait. C'est-à-dire que pour moi, tant qu'on n'aura pas ça, on utilise aujourd'hui des solutions d'intelligence artificielle dans nos smartphones sans forcément le savoir. Mais le fait de comprendre son fonctionnement, au moins d'une fois, de façon haut niveau, on n'a pas besoin de rentrer vraiment dans le détail des fonctions ou des algos, mais de comprendre, pour moi, c'est essentiel dans la confiance qu'on va accorder au système et donc à l'adoption derrière. Parce que pour que ces solutions soient adoptées, surtout dans le domaine du contrôle qualité, il faut avoir confiance dans les résultats. Marc, oui. Je te vois opiner du bonnet, donc j'ai l'impression que je peux appuyer le propos de Vincent, auquel j'adhère totalement. Hein. Je rejoins complètement sur le fait de l'enjeu, c'est l'adoption. Et cet enjeu d'adoption, pour pouvoir déployer l'intelligence artificielle, ça va passer par être capable d'identifier comment est-ce qu'on va motiver l'usage, comment est-ce qu'on va travailler l'acceptabilité, comment est-ce qu'on va travailler aussi la désirabilité des systèmes. Et donc, ça nécessite de s'interroger finalement sur ce qu'on va appeler la relation entre les humains et l'intelligence artificielle, ou la relation entre les humains et les systèmes. Et donc, on va regarder de près, finalement, comment est-ce qu'on construit la confiance dans le système. Et cette confiance dans le système, c'est aussi comment est-ce qu'on construit une relation, finalement, avec des métiers qui, quelque part, deviennent des nouveaux métiers ou des métiers augmentés. Et quand on pose la question de la confiance, on pose aussi la question du contrôle. Et donc, c'est pour ça que, comme le dit très bien Vincent, on ne peut pas se passer de l'explicabilité si on veut faire attention justement à l'adoption. Parce que vraiment, c'est deux gens qui vont marcher ensemble, qui vont permettre d'avancer comme ça auprès des ressources humaines et qui vont créer justement cette base de confiance, cette relation
entre finalement des solutions qui se présentent souvent comme des aides, comme des assistants, et qui vont démontrer leur pertinence. Et c'est en démontrant leur pertinence qui vont être acceptés par les métiers et après qui vont être acceptés par les managers et par les organisations après avoir fait donc la démonstration, j'ai envie de dire, de leur confiance. Gérard, je vais vous poser la même question parce que vous avez dû le vivre concrètement et je relais la question de Magali Noé qui pose la question des étapes et de la méthode pour y arriver. Est-ce que c'est quelque chose qu'on bombarde du haut ou comment est-ce qu'on fait pour avoir une adhésion et un embarquement des… Alors, l'embarquement, ils l'ont décrit. Alors, d'abord, moi, ce que j'en sais, hein, et vous devez le savoir aussi, parce que ça a fait l'objet de nombreuses études. Par nature, l'être humain ne fait pas confiance à un algorithme. C'est-à-dire que quand bien même on peut réussir à démontrer que l'algorithme, ou en tout cas donne des résultats plus pertinents qu'un être humain, on va accepter l'erreur de l'être humain, on n'acceptera pas l'erreur de l'algorithme. C'est-à-dire qu'un algorithme, lui, il n'a pas le droit de se tromper. Moi, le dernier article que j'ai lu là-dessus, puis évidemment, moi, sur ces choses-là, c'est l'être humain ne veut pas faire confiance à un algorithme. Sauf si vraiment, à partir d'un certain nombre de choses, il réussit à se convaincre, ou en tout cas le système ou l'algorithme lui prouve que finalement, il a souvent raison. Alors, je vais vous donner un exemple, et je ne fais pas de la pub, c'est Waze. Il y a des gens qui ont fait, puisque vous le savez, c'est une base d'un algorithme, il y a des tas d'études, la dernière chose que j'ai lue, c'est il y a un tas d'études qui ont été faites dessus, et à 80, lorsque Waze vous donne, on va dire, fait la sélection du trajet en fonction de vos contraintes, pratiquement à 98%, vous n'arriverez pas à le battre. Et il y a des gens, évidemment, qui disent, mais attends, moi j'ai l'habitude de passer par-ci, par-ça, mais il ne me fait pas. Et les études, le truc que j'ai lu, disait, tu sais quoi, pour 98% des cas, Waze te battra. Te bat. Bon, donc l'algorithme démontre sa puissance. Là, je vois, pour revenir à des choses plus concrètes en ce qui concerne Ventana, Vincent, il a été confronté, évidemment. C'est les experts, ils regardent ça avec on va dire, circonspection et quand bien même on leur explique, l'algorithme, il va peut-être quand même se tromper. Oui, moi, je peux vous prouver par A plus B que nos experts, et j'ai des preuves, se sont déjà trompés. Voilà. Mais ça, c'est pas pareil. Eux, ils ont le droit. Il y a deux poids, deux mesures. L'algorithme de Vincent, il n'a pas le droit. Lui, il doit être infaillible, sinon il y a un problème. Donc, moi, c'est ce que j'appelle aussi, comme l'a bien écrit Vincent, c'est bien comprendre ce qui se passe. D'abord, premièrement, si jamais l'algorithme ne fonctionne pas, le fait de bien comprendre, on réussit à savoir où c'est que finalement l'aiguillage ne s'est pas fait comme il devrait. Hein, et donc le faire se perfectionner. Mais c'est vrai que cette adhésion, alors surtout lorsque, en fait, il y a deux parties. Il y a je traite des données qui sont, entre guillemets, sans conséquence. Si, ça me permet de piloter un process, mais bon, si ça dérive un peu plus que ce que je pensais, c'est pas bien, mais c'est pas mort, je dirais mortel, c'est peut-être le mot qu'il faut pas employer, mais c'est pas vital, d'accord, ça a dérivé plus que ce que je pensais, mais bon, finalement, je peux le rattraper. Ou il y a un algorithme qui va prendre une décision, puis alors s'il prend pas la décision, alors là, et on a la même question, quel que soit le sujet. La voiture autonome, moi, ce que je dis aux gens, c'est ce que je vous garantis, c'est que les algorithmes fonctionnent pas mal. Il y aura moins de morts que s'il y a. Mais par contre, ce que je suis prêt à vous parier, c'est que les 400 personnes qui mourront ne seront pas les mêmes qui seraient mortes s'il n'y avait pas eu, si c'était dans la vie réelle. Globalement, il y aura moins de morts. Finalement, ça ne va pas être les mêmes, parce que ça ne sera pas du tout les mêmes causes. Mais le système, on va dire l'efficace, on va dire, comme on dit, le rapport coût-bénéfice en ce moment avec les vaccins, on en entend beaucoup parler. Voilà. Donc, effectivement, c'est moi ce que j'appelle l'évangélisation. C'est-à-dire que les gens, il faut leur faire comprendre
et ça ne peut pas être bombardé parce que de toute façon, si vous le bombardez, le système va tout faire pour le rejeter et va surtout tout faire pour démontrer que ça ne marche pas. Donc, c'est bien faire comprendre, et moi je vois dans le travail que fait Vincent avec les équipes, c'est bien leur faire comprendre la caractérisation des données d'entrée. Il faut que vous m'aidiez à bien caractériser les données de sortie, et entre les deux, je vous explique comment la donnée va être traitée. Et en plus, l'autre jour, alors là c'est ce qu'on a vu avec Vincent, pour être même sûr, essayons de la faire traiter par des algorithmes différents au sens, que vous savez mieux que moi, il y a des algorithmes neuronaux, il y a des algorithmes qui ne sont pas neuronaux. Faisons traiter les informations par deux systèmes qui n'ont rien à voir ensemble. Et puis, si elles aboutissent à la même conclusion, il y a quand même des chances que ça soit quelque chose, que ça ne soit pas une bêtise qui sorte de, on va dire, de nos intelligences artificielles, puisqu'elles sont différentes et elles arrivent à la même conclusion. Donc, il doit y avoir quand même une forte probabilité que le résultat indiqué soit bon. Mais effectivement, c'est un travail d'évangélisation. Sinon, vous n'arrivez pas. Il faut que les gens y voient un intérêt. C'est-à-dire que ils ont un intérêt. Finalement, ce machin-là, ils mettent dans ma tâche des parties laborieuses. J'ai plus besoin de les faire, et je reste que sur l'intérêt. Vraiment, ce pourquoi vraiment je suis fait. C'est-à-dire que effectivement, pour arriver à ma valeur ajoutée, il faut passer par un tas d'étapes qui n'ont pas de valeur ajoutée, mais qui permettent d'arriver à la valeur ajoutée. Ces étapes sans valeur ajoutée, il faut que quelqu'un d'autre les fasse à ma place, et c'est quand même vachement plus sympa. Donc Vincent, je pense que c'est effectivement quelque chose qui résonne avec toutes les installations que vous faites, parce que le point de départ de cette conversation, c'était comment est-ce que je passe d'un POC, quelque chose qui est quand même derrière des portes closes, qui est hyper contrôlé, à intégration dans un processus industriel. Alors peut-être que juste pour reposer les choses, Vincent, les processus industriels sur lesquels vous concentrez chez ThinkDeep, contrôle de qualité non destructif. Alors, il y a beaucoup de gens, je regarde un petit peu, je vois aussi les questions, tout le monde ne sait pas ce que c'est que du contrôle de qualité non destructif. Donc est-ce que tu peux juste donner un petit peu et concrètement comment ça marche? Qu'est-ce que vous faites? Oui, alors de façon très rapide, sans rentrer trop dans le détail, le principe du contrôle qualité non destructif, c'est qu'on va avoir un opérateur qui va contrôler des pièces de production. Donc, en l'occurrence, dans le cas du groupe Ventana, ce sont des pièces de fonderie, et qui va examiner, donc, à l'aide de différents procédés d'inspection, différentes méthodes d'inspection, il va examiner ces pièces à la recherche de défauts, de problèmes au sein de la pièce. Donc là, en l'occurrence, c'est du contrôle radio, donc, qui est fait avec un scanner radio, un peu l'équivalent d'un scanner radio médical, mais un peu plus costaud, pour pénétrer au sein de la pièce et au sein de cette pièce, détecter des porosités, détecter des fissures, des faiblesses dans la pièce. Et donc, ce travail-là, aujourd'hui, comme le disait Gérard, c'est un travail qui est fastidieux, qui demande une expertise pointue et qui est de longue haleine, parce que chaque image radio doit être examinée par un opérateur pour détecter les défauts sur ces images, à l'œil nu ou avec l'aide d'un logiciel mais vraiment simple. Et donc, il n'y a pas aujourd'hui d'interprétation. Et donc, notre objectif, c'est d'aller accompagner les opérateurs pour les aider dans ce travail d'identification de défauts en mettant en avant les éléments qu'on a détectés. Donc, de façon, alors encore une fois, effectivement, c'était très juste, c'est pour que l'opérateur se concentre sur son cœur d'expertise. On ne lui enlève pas son expertise, c'est lui qui a quand même le dernier mot, mais on lui permet de se concentrer, d'être plus productif pour se concentrer sur la vraie analyse et sur on va dire les 10 ou 20% d'expertise qui sont propres, et en lui faisant gagner beaucoup de temps sur la procédure d'analyse.
Gérard, peut-être ce serait intéressant de dire, de parler de vos clients, parce que il a été évoqué le mot de certification, évidemment la qualité, mais c'est qui les clients de Ventana Group? Alors, Ventana est à grosso modo 95% de ses clients sont des clients aéronautiques, spatial et défense. Voilà. Un secteur en plein marasme à l'heure actuelle. Oui, donc Vincent a bien résumé. Et j'ai vu dans les questions une personne qui dit, mais qui est responsable? Et on est exactement par rapport au parallèle tout à l'heure de la voiture autonome. Un accident, c'est qui est responsable? C'est le mec qui a fait l'algorithme, c'est le gars qui était dans la bagnole. Bon, chez nous, c'est pas compliqué, c'est nous. Dans le sens où ce que vient d'expliquer Vincent, c'est à la fin, c'est un expert qui dit, qui prend une décision. On n'est pas encore au stade où on va réussir à faire homologuer une intelligence artificielle qui va prendre une décision sans que personne, sans que, on va dire, nos experts aient jeté un œil. L'idée que l'on a mis en place avec Vincent et puis Marc, c'est de raisonner à l'envers, entre guillemets. C'est-à-dire que on a une masse de données qui est énorme, qu'on doit traiter. L'intelligence artificielle, en tout cas le système qui a été mis en place, fait le tri en disant, en ne présentant aux gens que là où il y a un problème. D'accord? Là où il y a. Le traitement par exception, en fait. Voilà. Alors, comme l'a dit Vincent, au travers du système que l'on a, la qualité de la donnée numérique que l'on a fait que, et lui, son système qui analyse, comme il vous a parlé de quelques microns, aujourd'hui, les éventuels problèmes que l'on a, ce n'est pas des choses qui se baladent du côté du micron, c'est beaucoup plus conséquent. Donc, quelque part, quand l'algorithme analyse les images, on va dire tout ce qui ne dépasse pas une certaine, et donc on va dire la résolution du système étant suffisante, l'intelligence artificielle sait les évacuer. Donc, je ne présente en fait aux gens que comme les 20% qui présentent un problème. Donc, on va dire, on a prévu, parce qu'on n'est pas au bout avec Vincent, en fait, on a prévu ça en 3 étapes. Une première étape qui est toute simple, c'est l'intelligence artificielle nous aide à faire le tri. C'est-à-dire que mes experts ne voient arriver que ce qui nécessite leur expertise. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, et qui n'enlève rien aux experts, c'est l'intelligence artificielle là, qui est en train d'apprendre, détecte, en tout cas présente aux experts un souci, et lui dit, tiens, moi, d'après tout ce que tu m'as appris, parce que c'est quand même lui qui m'a donné, j'ai des propositions à te faire. T'en penses quoi? Est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit? Est-ce que toi, tu es d'accord, toi l'expert, tu es d'accord avec mon diagnostic? Oui, non. Donc le système permet là aussi de corriger ces éventuelles mauvaises interprétations. Voilà. Mais au moment où on se parle, à aucun moment, au bout du bout, le système décidera de libérer une pièce. Il aidera éventuellement au diagnostic en proposant des choses, parce que parfois, vous avez des défauts qui sont combinés. Et là, l'intelligence artificielle, elle a un petit bénéfice, c'est elle va lui dire d'un seul coup, on va dire, dans la proposition, au fait, le défaut, tu sais quoi, moi, quand je le vois, en fait, c'est une combinaison de ci, de ça, de ça. Ce qu'aurait fait l'expert, mais quelque part, déjà, je lui mets la puce à l'oreille en lui disant de moi, ce que j'ai vu, je te proposerai bien ça. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on fait. Alors, évidemment, un jour, mais pas demain, mais là, on va rentrer dans des process de certification. On est, on va dire, dans l'aéronautique, le spatial. C'est comment est-ce que l'on arrivera à faire que l'intelligence artificielle, en tout cas ce qu'on a développé, soit qualifiée pour prendre des décisions, on va dire, sans intervention de l'homme. Mais ça, c'est une autre histoire et qu'on vous racontera dans quelques années parce qu'on sait bien que ça sera un processus très, 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 très long. Et c'est d'ailleurs pour ça que presque de façon parallèle, avec Vincent, on a
quelques mois après avoir commencé à bosser, on s'est dit, mais si un jour on veut essayer de le faire qualifier, déjà, une des pistes, c'est d'avoir deux intelligences qui ont des logiques, on va dire, des logiques différentes qui traitent le sujet pour voir si elles arrivent aux mêmes conclusions. Et ça sera un pas pour essayer de convaincre, on va dire, les organismes certificateurs que c'est une piste à faire. Alors que sinon, là, je vous garantis, et on voit d'ailleurs les biais, vous regardez des trucs qu'on fait dans les recrutements de RH, vous vous rendez compte que si vous prenez des algorithmes neuronaux, ce qu'avait fait, eh ben vous aboutissez au même biais parce que les logiques sont les mêmes. Et c'est fort, on va dire, de cette petite remarque qu'on a dit, tiens, il faut qu'on prenne des algorithmes complètement différents pour voir s'ils arrivent aux mêmes conclusions, sachant qu'on ne traite pas du RH, mais on traite de bouts de ferraille et d'indications métallurgiques. C'est extrêmement intéressant, Gérard, ce qu'on dit, parce que là, vous faites le pont avec une application d'IA qui n'a rien à voir avec l'industrie, effectivement avec le RH. Donc ça, c'est vraiment c'est important d'aller sourcer ces infos en dehors de sa verticale, en dehors de son métier. Je trouve que c'est super instructif ce que vous dites là, et c'est vrai, c'est flagrant ce problème du biais cognitif qui est transféré dans l'algorithme. Et alors, il y a aussi l'autre dimension que vous avez évoquée, c'est pour ça que je veux revenir à Marc là-dessus, parce que vous avez parlé non pas de temps long, mais vous avez parlé du temps qu'il fallait pour pouvoir, par étape, sur ces 3 étapes, et aussi dans le processus de certification, avoir cette adoption. L'un des enjeux, je pense que Marc, tu l'observes aussi, c'est qu'on a dans un certain nombre d'entreprises une injonction, du top management, je veux de la nouvelle techno, je veux des impacts immédiats, je veux du retour sur investissement immédiat, je veux pouvoir montrer des choses. Et de l'autre côté, une réalité opérationnelle du terrain qui fait que, comme on l'a évoqué ici, pour un tas de raisons, on ne peut pas basculer. Il n'y a pas de grand soir, hein, comme ça a été dit. Hein, comme on l'a dit, il n'y a pas de grand soir, il y a plutôt un flux continu avec des hauts et des bas. Et Marc, comment tu arrives à faire partager aux dirigeants d'entreprise en particulier qui sont décisionnaires cette nécessité, comme il a été dit précédemment, de donner le temps au temps, de s'assurer de l'adhésion, de s'assurer du croisement ici des algorithmes pour valider le processus. Comment est-ce que tu convaincs qu'il faut prendre du temps et en même temps, il faut quand même y aller parce que si on n'y va pas, on sera plus compétitif. Oui. C'est contradictoire. Alors, bon, ça c'est un petit peu la question à 1 million finalement, voire plus, parce que c'est un petit peu qu'est-ce qui va faire qu'on va passer finalement d'une posture un peu d'observation, de doute, de crainte, de s'engager dans un processus d'innovation à un changement d'état d'esprit, de mindset où on va se dire là, j'ai une opportunité pour mon business, pour mon entreprise, pour mon industrie. Bon, eh bien, je pense que c'est vraiment de l'évangélisation, du travail pédagogique, de la communication, de l'acculturation, de façon limpide, de façon transparente. Et une fois qu'on a fait ça, on a touché les décideurs. Donc, on a travaillé la maturité, j'ai envie de dire, des têtes organisationnelles dans les pyramides managériales. Et à partir de là, une fois que les managements, j'ai envie de dire, se sont nourris d'une certaine vision, ont vu à droite, à gauche, des choses se faire, ont vu aussi des effets un petit peu boule de neige positifs être enclenchés dans d'autres industries parallèles ou connexes, on commence déjà à avoir, j'ai envie de dire, une tête de pont. À partir de cette tête de pont, après, on va irradier, on va diffuser à l'intérieur des organisations. Donc là, c'est peut-être un peu plus complexe parce que généralement, plus la structure est importante, j'ai travaillé avec des groupes qui avaient plus de 50 000 salariés. Donc, plus la structure est importante, plus ça va être très long, très lent de conduire le changement. Et c'est normal, on imagine bien que dans une start-up de 10 personnes, on décide quelque chose et le lendemain, c'est changé. Mais dans une boîte de 10 000 personnes ou 50 000 personnes, c'est beaucoup plus long. Et donc là, il va falloir avancer, j'ai envie de dire d'abord, en travaillant sur un métier isolé, dans une petite bulle, j'ai envie de dire, où on va démontrer que finalement, l'intrusion de cette technologie dans ce métier ne le détruit pas, ne l'abîme pas. La qualité, le bien-être, le sens du travail est maintenu, voire renforcé, et que l'expertise, en fait, elle se découvre un nouveau champ
exploratoire. Parce que comme l'a dit Gérard et Vincent, finalement, moi j'aime beaucoup, il y a une image que j'utilise beaucoup quand je parle d'intelligence artificielle, c'est que, on l'a dit, ça passe beaucoup par de la collecte de données. On va éclairer des ténèbres. C'est-à-dire que pendant des décennies, on a construit des standards, des normes industrielles et des métiers basés sur des outils de mesure qui étaient ceux qu'on avait avant. Avec l'intelligence artificielle, en fait, on va tellement automatiser la détection, l'analyse, on va tellement croiser les sources d'informations qu'en fait, on va faire jaillir comme ça de l'information qui était inconnue. Donc, c'est comme si on éclairait des ténèbres et tout d'un coup, en éclairant ces ténèbres, eh bien, on découvre des choses qu'on ignorait et ça nous impacte, ça nous interroge et parfois les métiers peuvent être un petit peu bouleversés par cette découverte. Gérard parlait de l'aéronautique tout à l'heure, avec d'autres entreprises, moi j'ai découvert des gens, des métiers qui disaient bon sang, j'étais convaincu que ma tôle, elle était droite, elle était nickel et en fait tout d'un coup on me dit que non. En fait, on me dit que non, on me dit qu'il y a des imperfections, on me dit qu'il y a des variables, on me dit qu'il y a des choses comme ça qu'on ne percevait pas. Et grâce aux nouveaux outils, grâce aux nouvelles technologies, grâce à l'IA, tout d'un coup, on découvre un niveau de précision qu'on ignorait. Et donc, ça nous interroge dans nos standards, dans nos process, dans nos méthodes. Mais une fois que les experts, finalement, métiers, ont intégré ça, ils se découvrent finalement, un pouvoir analytique, un pouvoir d'expertise beaucoup plus pointu, beaucoup plus profond, qui va permettre finalement de passer souvent d'actions, j'ai envie de dire, qu'on pourrait qualifier de préventives à des actions qu'on pourrait qualifier de prédictives. Et donc, c'est ça que va faire finalement aussi l'intelligence artificielle et c'est ça qu'elle va entraîner dans les métiers, dans les organisations. Et je pense que c'est ça aussi qui va faire que l'adhésion va arriver à la fin. C'est qu'on va passer de ce qu'on appelle la business intelligence à la data science. Donc, c'est-à-dire qu'on va passer finalement d'un couloir de course où je cours, mais en fait, je sais juste à peu près que je suis en train de courir. Déjà, c'est une chose intéressante de savoir que je ne fais pas du surplace et que j'avance. Ça, c'est pour moi, c'est la business intelligence. Et puis, donc c'est la situation finalement, c'est une compréhension de la situation présente et de mon environnement à la data science qui va me permettre finalement de comprendre ce qui se passe autour de moi, ce qui se passait peut-être aussi avant, en ayant constitué une base de connaissances, en ayant enrichi justement mes métiers, puisque du coup, si je veux entraîner mes modèles, je dois être capable de collecter de la donnée. Si je veux collecter la donnée, je dois la caractériser comme ça a été dit. Et donc, du coup, je comprends, je me crée des historiques, je me crée des bases de données très riches, très précises. Et donc, je comprends ce qui s'est passé. Et donc, comme je comprends ce qui s'est passé, j'ai une vision encore plus claire de ce qui se passe au moment présent. Et comme j'ai une vision très claire de ce qui se passe au moment présent, eh bien, je suis en mesure, enfin, d'avoir des hypothèses prédictives. Et donc, ça, c'est des choses qui vont changer. Et c'est des choses qui amènent finalement une hauteur de vue, parfois, j'ai envie de dire, d'envergure stratégique. Et c'est pour ça que je souligne aussi beaucoup le lien qu'il y a entre la création de nouveaux métiers et finalement l'impact qu'on va avoir sur les marchés, puisqu'à la fin, à chaque fois qu'on développe de l'IA quelque part, eh bien, on apporte de la valeur, et cette valeur, ce n'est pas neutre, en fait. Ce n'est pas neutre, c'est pas juste un métier qu'on améliore. À la fin, en bout de chaîne, ça impacte un petit peu tout le monde. Bon, désolé, je fais une réponse un petit peu longue, mais voilà. Non, mais d'abord, elle est éclairante, et je te remercie, parce que le sujet est effectivement complexe. Mais d'ailleurs, tu as parlé de business intelligence, tu as parlé de big data, tu as parlé d'intégration dans les systèmes de connaissances. Vincent, ça amène aussi une question, parce qu'en fait, quand tu arrives avec un outil IA, il faut qu'il s'intègre aussi dans tout le système d'information et de connaissances de l'entreprise. Et l'une des questions qui a été posée, mais c'est comment est-ce qu'une start-up comme ThinkDeep, et ça nous ramène à notre sujet qu'évoquait Tony en ouverture, qui est la relation entre les différents acteurs dans l'écosystème. On imagine rapidement qu'il va y avoir, en particulier pour les très grandes entreprises, des acteurs qui sont les ESN et les intégrateurs de systèmes. Alors comment est-ce que cet écosystème s'organise et comment vous jouez, si je puis dire, avec cet écosystème pour apporter de la valeur à vos entreprises le plus efficacement possible? Oui, en fait, je pense que ça permet de répondre à deux questions. Il y avait une question sur la conduite du changement, comment on amène ces technos et comment on conduit le changement dans l'entreprise. Et puis il y avait une question effectivement sur les intégrateurs et les partenaires technologiques. Pour moi, c'est lié. En fait, l'objectif, c'est d'avoir une solution qui, pour permettre l'adoption,
qui ne modifie pas le processus de travail ou qui modifie peu le processus de travail des utilisateurs. Parce que si on vient complètement chambouler leur chaîne de production, leur processus, leur façon de travailler, forcément on va rencontrer des freins à l'adoption. Donc il faut être le moins intrusif possible, se calquer sur leurs outils, comprendre comment ils travaillent et s'intégrer, en fait, intégrer la solution avec leurs outils. Donc ça, c'est un travail qu'on fait aujourd'hui, qu'on fait nous, mais notre vocation et notre domaine d'expertise étant l'IA, pour du passage à l'échelle, justement, la logique est de s'appuyer sur des intégrateurs qui vont réaliser les intégrations spécifiques, que ce soit sur du matériel ou au sein de SI, et nous, à venir apporter la brique, le cœur du traitement d'image et l'apprentissage. Et ça c'est... Excusez-moi. Ça, c'est vraiment notre vision long terme de nous reposer sur ce type d'intégrateur, que ce soit des partenaires sur du logiciel ou des partenaires sur du matériel, et de construire ces collaborations. Très clair. Merci. Merci Vincent, parce que ça a le mérite d'être posé. Il y a deux questions qui sont arrivées pendant que vous avez peut-être vu d'ailleurs à l'instant de Pascal et de Jean-Pierre. C'est des questions qui tournent autour de... Ça revient sur la question de l'humain, parce que, alors, autour de la table, il y a, je pense qu'un certain nombre d'entre nous ont vécu cette arrivée d'une nouvelle technologie dans un environnement professionnel. Une adoption souvent par les utilisateurs qui était d'ailleurs assez rapide, parce qu'en fait, ils y voient, comme Gérald l'a expliqué, dès qu'on arrive à montrer aux gens la valeur que ça crée, ils l'adoptent rapidement. Mais dans la question de Pascal et de Jean-Pierre, il y a cette question plutôt pour ce qu'on va appeler le management intermédiaire, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas nécessairement directement aux opérations, qui sont en supervision et en contrôle, et qui sont aussi essentiels. Et dans beaucoup de projets de transformation, et c'est ce qu'on constate, et c'est ce qui amène beaucoup de discussions au sein du forum de l'innovation technologique et de la transformation, la difficulté dans le processus de transformation et de la viscosité qu'on y trouve, ce n'est pas sur l'opérationnel, ce n'est pas tant dans les têtes pensantes, mais dans les têtes et dans les cœurs de celles et ceux qui sont dans le management intermédiaire, une certaine réticence. Et je crois qu'on l'a tous constaté, ça. Est-ce que vous partagez tous les trois, et Gérard le premier, ce constat? Et là, encore une fois, comment est-ce que ceux-là, qui ne sont pas au contact direct de l'équipement ou de l'usage, comment est-ce que vous les embarquez pour qu'ils trouvent leur propre valeur ajoutée, alors que le système devient de plus en plus intelligent et que les experts deviennent de plus en plus experts? Où est-ce qu'ils trouvent leur place encore, et qu'est-ce qu'il faut faire pour les emmener? Gérard, peut-être en premier. Moi, je dirais, nous, c'est la même chose, je le mettrais sous le grand terme, c'est-à-dire que ce qu'on a dit au début, ce que j'appelle l'évangélisation. Et l'évangélisation, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement réservé aux experts qui vont faire, mais bon, on embarque, nous, ces experts ont souvent d'ailleurs des managers. Les managers participent à toute cette construction. Et puis, comme on dit, c'est doucement mais sûrement, faut embarquer toute la structure vis-à-vis de ça. Et il faut savoir mettre les pauses dans le système. Il faut aussi savoir reculer. Alors là, on ne parle pas de ce qu'on fait avec Vincent, mais on a essayé de mettre aussi de la science avec ce qu'on appelle des assistants vocaux. Et bien entendu, alors même pas, on a dégradé. Au départ, la grande idée, c'était réalité augmentée. Donc, ça y est, on est parti dans la réalité augmentée. Et au bout de quelques semaines, on s'est rendu compte que c'était insupportable. C'est-à-dire une personne qui a une paire de lunettes de réalité augmentée pendant, 7 heures par jour, avec quelque chose qui s'inscrit, etc., c'est insupportable.
Alors évidemment, on avait tous nos idées, comme j'ai dit tout à l'heure, là, où on voudrait être. Le machin lui dit, tu fais comme ci, tu fais comme ça lui indique, c'est super. Ça, c'est bien dans les films, ça, c'est science-fiction, c'est bon. Dans la vraie vie, en tout cas aujourd'hui, chez nous, ça, c'est insupportable. Je vais vous dire, on a dégradé ça en disant, mais finalement, est-ce que l'on ne met pas un assistant vocal avec un écran? Donc, les gens ont avec eux un assistant vocal qui leur donne des informations, ça cause, ça s'affiche sur l'écran, donc je le regarde pas, c'est moins pénible que de l'avoir sur les yeux. Là aussi, on a fait des choses, en dehors du fait que si vous venez visiter, je vous le montre, ça brille, c'est super, hein, puis vous reviendrez en disant, ouais, t'as vu ce qu'ils font? Ça, c'est la vitrine. La même chose, au moment où je vous parle chez Ventana, c'est inapplicable parce que c'est trop disruptif. Et donc, on a encore mis un pas en arrière, on est toujours en train de reculer. Et en fait, on est en train de trouver une application. Et l'idée, c'est la même chose, c'est de faire que les gens s'habituent à cette histoire-là. Et en fait, aujourd'hui, l'assistant vocal, on est en train de le redéployer sur un truc tout bête, c'est la maintenance dite de premier niveau faite par les opérateurs. Alors aujourd'hui, ça se faisait avec un petit bout de papier. Éventuellement, on a même été, vous savez quoi, on a même mis une tablette, donc les gens, ils cochent les tablettes et tout. Sauf qu'il y a un truc tout bête, c'est que des fois, le mec, il a besoin de ses deux mains. Donc maintenant, j'ai besoin de mes deux mains pour aller bricoler je ne sais pas quoi, pour aller… Et là, il faut que je pose la tablette quelque part. Elle m'enquiquine. Et donc là, on s'est dit, tiens, et ça a l'air de mordre, ben, on va mettre un assistant vocal où finalement, il a le casque, l'assistant vocal. Le système lui dit, tiens, vérifie ci, vérifie ça, je l'ai vérifié, oui. Éventuellement, une mesure, ça fait 7/5. Ça fait 7/5. Le système remplit la base de données avec les informations de la maintenance premier niveau. Donc, il n'y a plus de papier, il n'y a plus rien du tout. Et l'étape d'après, c'est le 7/5, c'est pas bon parce que c'est pas dans la limite. Et là, l'opérateur n'a même pas besoin d'appeler qui que ce soit. Le service maintenance, il reçoit un petit message, un SMS qui lui dit, au fait, sur la machine numéro machin, la pression, elle est un peu basse. On a des paramètres qui sont hors standard. Donc, il faut que tu ailles faire quelque chose, le mec de la maintenance, c'est un truc pas normal. Maintenant, je vous ai décrit ça, vous allez dire, punaise, ils sont loin de la révolution Ventana. Mais le bénéfice de ce que l'on voit par rapport à… C'est les gens s'accoutument et on se dit que quand ils ont été accoutumés à ça, après, je vais refaire un autre pas vers plus des instructions de travail. Et donc, les gens, déjà, vont être habitués à avoir ce système, vont voir le bénéfice parce qu'aujourd'hui, éventuellement, ça ne gazouille pas. Il va courir après le mec de la maintenance. Là, le système, il va avoir le mec de la maintenance qui rapplique parce que l'autre reçoit un message qui lui dit « il faut que tu ailles voir ». Et donc, la même chose, c'est quoi le bénéfice finalement? Ce machin-là, il m'apporte un truc. Bon, je ne suis pas enquiquiné, je n'écris pas, je n'ai pas besoin de me balader avec la tablette. Et puis en plus, quand il y a un truc qui sort de la normalité, il le gère. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'essayer d'avoir le mec de la maintenance. Il rapplique avant même que j'ai essayé de l'appeler, je n'ai pas perdu mon temps. Et donc, je vois un bénéfice. Et donc, en fait, après, on va remonter un petit peu vers le haut, parce que l'idée de dire, c'est super, ouais, c'est super, on va lui donner… non, chez nous, ça ne marche pas. Donc, vous voyez, on a dégradé. Et je crois qu'il faut être lucide pour remonter le dégrader. Et par rapport à ce qu'a dit Marc dans son premier propos, c'est là qu'il y a la pression de dire, tu sais quoi, moi, j'ai mis des ronds et je veux le retour sur investissement. Tu m'avais vendu ci, ouais, d'accord. Tu sais quoi, ça va être un peu plus long. Faut investir là-dedans. Et puis, effectivement, dans 3-4 ans, tout d'un coup, on va dire, ah ouais, finalement. Mais le virage, on va dire, c'est comme la courbe, vous savez, quand il y a un système qui part en javel, au début, il part un tout petit peu, puis après, tout d'un coup, tu passes un peu dans l'exponentiel. Là, j'ai le sentiment que sur ça, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que les démarrages sont un peu lents, parce que vos gens, et après, je pense que quand les gens ils commencent à
à bien adopter tout ça, ça accélère. Et moi, je le vois, alors là, on parle de l'industrie, mais on le voit bien dans ce qu'on fait tous les jours. La vitesse, tout d'un coup, où il y a des technos dans les smartphones, tout ça et tout, tu les vois, c'est un petit peu du bruit, hein, et puis tout d'un coup, ça part, parce que les gens ont commencé à bien comprendre comment ça marchait, qu'est-ce que ça peut apporter, et là, tout le monde en veut. Je pense que c'est la même chose. Il faut que les gens ils comprennent, qu'ils voient, puis finalement, puis après, eux aussi ont des idées. Finalement, ils se disent, ce machin-là, il sait faire ça, et il ne pourrait pas me faire ça. Et là, quand on en arrive à ce stade-là, on a tout gagné. Parce que tout d'un coup, c'est les gens qui commencent à vous mettre dans l'accélération rapide, parce que le système, finalement, il dit, mais il ne pourrait pas faire ci, il ne pourrait pas faire ça, votre truc, votre machin. Ouais, bah oui, on peut regarder, ouais, pas mal, ouais. Ah bah oui, bah évidemment. Et donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Voilà. C'est intéressant, Gérard, parce que là, ça parle aussi d'une co-innovation extrêmement concrète et opérationnelle qui ne consiste pas à arriver à plaquer un outil aussi intelligent qu'il soit sur un environnement donné, mais plutôt de se permettre et de s'autoriser, ce qui n'est pas évident, hein, de se donner le temps que vous avez évoqué. Il y a deux choses que moi je retiens là-dedans, c'est le temps et aussi le retour arrière, la dégradation. Vous avez parlé de dégradation, je ne suis pas sûr que je partagerai le mot dégradé parce que c'est une connotation négative, mais revenir en arrière, reposer les fondamentaux et reconstruire dessus. Peut-être que Marc, toi tu le vois beaucoup, ça aussi, ce phénomène un peu de balancier, allez, super enthousiasme au début, ensuite éventuellement déception. Et qu'est-ce que vous faites? Parce que j'imagine que chez Cathy, votre job, c'est aussi, et c'est ça un petit peu, on va aller vers la conclusion, votre job aussi, c'est quand même d'éviter aux entreprises, justement, de passer par la phase déception, recul, rejet, pour justement développer leur compétitivité. Tout à fait. Alors nous, déjà, ce qui nous distingue aussi des entreprises, je l'ai déjà dit, on est une association, on est un centre de transfert technologique, mais la particularité aussi, c'est qu'on n'est pas du tout techno-push. On ne va pas pousser les technologies, on ne va pas insister là-dessus, on va plutôt regarder ce qui fait sens sur l'humain, sur les métiers. On va s'assurer qu'il y a une acceptabilité, une désirabilité. On va s'assurer après de la faisabilité. Et parfois, d'ailleurs, on va s'arrêter là. On ne va pas nécessairement aller plus loin que ça. Ça dépend du niveau de maturité de l'entreprise et du projet. Mais ce qu'on observe aussi, pour revenir sur le sujet fondamental de l'intelligence artificielle, c'est que ça a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ceux qui font, j'ai envie de dire, ils font mieux. Ceux qui pensent la stratégie, ils pensent plus loin. Et puis, il y a ce middle management un petit peu qui, lui, par contre, peut être un petit peu interrogé dans sa mission, dans son activité et qui va devoir peut-être aussi repenser son job de manager en se disant je ne suis plus là pour le contrôle. S'il y a une solution d'intelligence artificielle qui apporte une productivité plus forte aux ressources et qui apporte une vision plus lointaine à ma direction, mais je vais être plutôt dans un job de diffuseur, dans un job d'animateur, dans un job de et donc relais. vous faites le lien, et vous, votre rôle, c'est de faire ce lien-là. Voilà. Alors ça, le CATI ne va pas jusque-là, évidemment, mais en tout cas, on l'observe. Non, nous, ce qu'on fait vraiment, c'est qu'on va se positionner avec une neutralité technique et technologique très forte. Donc, on ne va pas pousser des solutions propriétaires parce que ça fait partie de notre ADN, j'ai envie de dire. On va plutôt pousser des solutions qui vont permettre l'autonomie, qui vont permettre l'indépendance et qui vont permettre la maturité de l'entreprise. Et souvent, on intervient dans les entreprises, non pas pour développer des solutions, mais aussi pour aider à construire des départements, à construire des services. Par exemple, une entreprise qui va vouloir se lancer dans l'intelligence artificielle, on va surtout l'aider, par exemple, à recruter des data scientists. On va l'aider éventuellement à faire le tri entre des devis ou des offres qu'elle peut avoir. On va éventuellement répondre aussi à des questions gracieusement aussi. Je veux dire, on ne vend pas de conseils, donc on peut être sollicité pour flécher vers des laboratoires, le Labri, l'INRIA, le CETIM, le CEA, etc., qui sont des structures avec lesquelles on travaille quotidiennement. Donc on a aussi un rôle d'aiguillage, de fléchage vers la compétence, vers les savoir-faire, et puis parfois on va aussi pointer vers des entreprises dont on a connaissance, avec lesquelles on travaille, voilà. Okay. Sans faire de l'animation de réseau, on a vraiment un rôle de diffusion du savoir-faire technologique
en adoptant une posture, j'ai envie de dire, très scientifique et une posture de neutralité la plus forte possible. Et donc parfois aussi, on va repousser des sollicitations, on va repousser des propositions de partenariat parce qu'elles ne rentrent pas dans notre feuille de route technologique ou qu'elles ne rentrent pas dans nos valeurs de neutralité technique. Il n'y a encore pas très longtemps, j'ai eu une proposition d'un grand acteur américain que vous devez peut-être imaginer puisqu'il fait partie généralement d'un acronyme de 5 lettres. Et en fait, voilà, on l'a repoussé parce que c'était du sponsoring pour employer des technologies propriétaires. Donc, ça ne faisait pas de sens. On n'était pas dans notre mission de transfert technologique et au service des entreprises. Donc, voilà un petit peu comment on se positionne. Et sur l'intelligence artificielle, on a mis en place, il faut quand même que j'en parle, une plateforme, alors j'ai envie de dire entre guillemets une plateforme, mais d'apprentissage, de découverte de l'intelligence artificielle. En gros, donc si vous êtes complètement débutant, plutôt à destination des étudiants ou à destination des ingénieurs qui veulent un petit peu expérimenter doucement l'intelligence artificielle, on a mis à disposition donc une plateforme qui s'appelle Vanilla, qui permet de rentrer doucement sur le sujet de l'intelligence artificielle pour monter en compétences progressivement. On pourra diffuser peut-être en follow-up, on va diffuser des informations. Si tu me communiques le lien là-dessus sur Vanilla, on va le partager. Vincent, toi tu es aussi, un peu, c'est en forme de conclusion, mais j'ai entendu plusieurs choses aussi, ce qui vient d'être dit, et aussi par Gérard. Boucle d'innovation courte en réalité, puisque ce que Gérard disait, c'est je dégrade, j'améliore, je prends en compte les inputs des utilisateurs. Donc moi, c'est concrètement la boucle d'innovation courte. Moi, je serais très curieux de savoir comment vous arrivez à l'intégrer, parce qu'il faut quand même avoir la méthodologie et la discipline des produits. Et puis Marc a évoqué un second sujet, j'aimerais si tu pouvais finir sur ces deux-là, c'est les data scientists. On sait que les data scientists, ce sont des perles rares. Est-ce qu'il faut une armée de data scientists pour faire de l'intelligence artificielle dans l'industrie aujourd'hui, à ton avis? Ouais, c'est deux super questions. Par rapport au cycle court, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, mais c'est très important, effectivement, pour nous, pour les clients, pour les utilisateurs, d'avoir des itérations qui sont courtes, qui sont rapides et qui permettent de valider le modèle, valider la précision rapidement, de façon à ce que s'il y a des écarts ou si la compréhension du métier ne se fait pas, on ait un retour rapide. On ne peut pas partir dans des projets à 2 ans, 3 ans, 5 ans avant de voir un résultat, parce que là, c'est clair que le résultat, en fin de compte, ne correspondra pas, il sera décalé. C'est un problème qu'on avait dans l'industrie logicielle il y a quelques années de ça, et qu'on a résolu en ayant des approches plus agiles, approches plus lean, des cycles courts, des validations régulières, des points de suivi réguliers et du contact avec le terrain, avec les métiers et le feedback des métiers. Donc nous, c'est notre approche aussi de ne pas s'embarquer sur des gros projets, de définir des périmètres restreints et de valider ça. Et effectivement, les résultats, ils ne sont pas toujours parfaits du premier coup, mais on itère. On itère, on améliore, on comprend pourquoi ça ne marche pas et on améliore. Ça, pour moi, c'est la meilleure approche. Et par rapport à ta deuxième question sur les data scientists, non, ce n'est pas nécessaire parce que recruter des data scientists, c'est long, c'est compliqué, c'est vraiment un métier, comme le disait Gérard, comme disait Marc, c'est vraiment des métiers à part entière, des métiers très pointus. Donc, avant de monter soi-même son équipe de data scientist, c'est possible d'utiliser des solutions sans avoir de data scientist interne, en se reposant sur des startups qui développent des solutions. Donc, du coup, c'est là où, à mon sens, finalement, il y a le meilleur des mondes. La startup n'a pas forcément la compréhension de métier, mais en apportant la compréhension de métier en face et en intégrant la compréhension de métier dans les modèles et dans les détections, pour moi, c'est là qu'on a le plus de valeur, parce que la vraie valeur, la vraie intelligence,
elle est du côté des métiers, et c'est ça qu'on cherche à traduire dans des modèles d'apprentissage. C'est ça qu'on cherche à apprendre, en fait. Et pour ça, on a plus que de data scientist, finalement, on a vraiment besoin des données métiers et de l'expertise du métier. Gérard, en forme de conclusion, si vous aviez un message à passer à vos collègues chefs d'entreprise, PME, ETI de croissance, sur ce sujet de l'adoption des technologies, dont l'intelligence artificielle, dans la production, c'est quoi le message avec lequel vous aimeriez qu'ils partent? Alors, deux choses. Il y a déjà, premièrement, pour utiliser, en tout cas ce qu'on utilise, il faut avoir un besoin qui est j'ai besoin de traiter une masse de données. Si je n'ai pas ça, l'intelligence artificielle ne va pas avoir un grand apport. Donc déjà, c'est devant moi, est-ce que j'ai déjà des données? Et puis, est-ce que ces données, elles me servent, ou en tout cas, je peux en tirer quelque chose? Je peux avoir une collection de données, mais vous savez quoi, je ne vais pas en tirer grand-chose. Au sens, je veux dire par là, c'est je dois collecter des paramètres. Ils peuvent être intégrés dans ce qu'on appelle un SPC. Bon, je n'ai pas besoin d'une intelligence artificielle pour dire tel paramètre doit rester dans telle borne. Si ça sort, il y a quelqu'un qui regarde. Bon, ça, c'est plutôt, j'ai une masse de données, j'ai des données qui interagissent ensemble. Et là, effectivement, comment est-ce que j'arrive, cette interaction, elle est difficile à maîtriser parce que j'ai des données qui arrivent de partout et puis c'est un peu long. Comment est-ce que là, effectivement, avec l'assistance d'un système d'intelligence artificielle, j'arrive à faire que j'ai les alertes qui vont bien, les informations qui vont bien. Donc, je dirais c'est ça. Et après, moi, je peux dire l'intelligence artificielle, on ne peut pas non plus la mettre à toutes les sauces. Il faut bien identifier là où je peux en avoir besoin. Et l'autre chose la plus importante, c'est dans l'ambition. Alors, il faut avoir une ambition ultime, mais c'est ce qu'a décrit Vincent. Il faut bien la phaser, c'est-à-dire c'est quelque part, effectivement, dire je voudrais arriver à ça. Mais d'abord, il faut se dire que peut-être pas y arriver aussi rapidement que ce que l'on voudrait. Mais surtout, et c'est ce qu'on a fait avec Vincent, c'est mettre des étapes et ces étapes, elles ont deux avantages. D'abord, c'est comme tout, on voit que ça avance. Quand on est dans des projets à 18 mois, on en entend, ou 24 mois, tu n'en entends pas parler, tu ne sais pas ce qui se passe. Donc, le fait de ramener ça à des étapes, je dirais, beaucoup plus courtes, de 2-3 mois, déjà, d'abord, ça garde de la dynamique. Vis-à-vis des équipes, ça montre qu'il y a des choses. On a mis des objectifs, on les a atteints, c'est-à-dire que ça avance. Et puis, ça a aussi l'autre bénéfice, si on veut, c'est qu'à un moment donné, tu sais quoi, tu as peut-être été trop gourmand et puis ça ne le fait pas. Et puis, ça permet aussi d'éventuellement arrêter le projet en disant, pour le moment, pour X raisons, c'est pas mûr, on va s'arrêter. Ce que je dis toujours, c'est la lucidité. Je vous ai donné l'exemple avec l'assistant vocal. Par rapport à l'idée, moi, l'assistant vocal qui était une dégradation ou une diminution des ambitions sur la réalité augmentée, qui finit, ça permet de dire, j'avais rêvé du grand soir, c'était super, non, je vais revenir à des choses beaucoup plus atteignables, et ça décourage moins les gens aussi. Parce que les gens ont besoin d'avoir des petits. Moi, je dis toujours, vaut mieux avoir beaucoup de petites victoires que de temps en temps une grande victoire. Parce que c'est comme tout, vous savez, pour moi, l'être humain, il retient surtout les mauvais points. Quand il a eu une victoire, ça c'est bien. L'instant de la victoire est célébré, il est vite oublié. Par contre, les défaites, tu les as aujourd'hui. Regardez Napoléon. Tu parles toujours de Waterloo et tu as oublié. De temps en temps, on peut t'en citer une, mais si on te demande une grande victoire de Napoléon, vous demandez, on parlera toujours de Waterloo. Et les victoires, on les a vite oubliées. Et dans l'industrie, c'est un peu la même chose. On se souvient beaucoup des projets qui n'ont pas marché, puis ceux qui ont marché,
bah, finalement, c'était normal. Hein. Oui. Donc, ça permet, pour moi, ce système incrémental de petites victoires. J'avance sur le projet. Bon, on va y arriver. C'est un peu plus long. Mais j'ai vu dans les remarques de Marc, bon, effectivement, pour le bien de la chose, il faut effectivement essayer de faire un petit dossier avec un ROI. Mais moi, je vous le dis, je pense, hein, sur tout ce qu'on a fait là, si tu te bases sur le ROI, tu ne feras jamais rien. Parce qu'il est très difficile à évaluer. C'est plus aussi, on va dire, un sentiment. Mais je vous garantis que ça va être plus long que ce que vous croyez. Et le ROI, il sera peut-être même pas forcément là où vous avez pensé qu'il allait être. Merci beaucoup, Gérard, pour ces mots de conclusion, parce qu'ils sont tellement vrais, ils sont tellement ancrés dans la réalité. On est tellement loin du fantasme, et tant mieux, c'était ça l'idée de la rencontre. Quand Vincent a proposé d'avoir cette discussion ce matin sur le passage de l'échelle, c'était vraiment autour de ça. En fait, que la techno, c'est bien, mais en fait, on a surtout parlé d'êtres humains, on a surtout parlé de réalisme, avec vraiment des messages très forts et très instructifs. Je vous remercie beaucoup tous, parce que c'est vraiment ça l'esprit de FIT, c'est aussi se raconter la vraie vérité, pas se gorger d'idées fantastiques, mais qui sont déconnectées de la vie réelle. Notre objectif dans notre association, comme Marc, nous sommes une association, c'est d'être au service de celles et ceux que nous appelons les managers de la transformation. C'est ceux qui font le changement au quotidien, pas à pas, crantés, parfois des retours en arrière, comme l'a dit Gérard, qui sont aussi extrêmement pragmatiques et qui osent partager des retours d'expérience, comme vous l'avez fait, échanger d'expertise, comme vous l'avez fait. Donc, un très, très grand merci. Le prochain rendez-vous de FIT France, il va porter sur l'impact. On va parler de clean tech dans l'immobilier. Ça semble un peu étrange, clean tech et immobilier, mais on va en parler puisque c'est un des gros sujets pour nous tous en tant que citoyens et êtres humains. C'est aussi un grand sujet économique et technologique. C'est aussi un sujet de transformation de toute l'industrie qui tourne autour. Et encore une fois, merci beaucoup. Et j'invite encore une fois les participants à nous remonter les sujets sur lesquels vous voudriez qu'on tienne des webinaires ou, j'espère, très bientôt, des rencontres physiques pour qu'on puisse se retrouver. Ceci, le webinaire nous a permis d'être répartis en France et même au-delà de la France, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont connectés de l'international, alors que quand il faut se réunir dans une salle, c'est parfois un peu plus compliqué. Mais on aurait été ravis de venir sur le site où tu es, Gérard, sur le site de Ventana et d'être vraiment dans l'environnement. Un grand merci. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très bientôt. Merci encore. Merci, au revoir. Merci à vous, merci beaucoup. Au revoir tout le monde, merci encore.